Alors, on va poursuivre cette deuxième partie de la matinée sur le sujet d'accueillir le jeune public dans les tiers-lieux et ce que les tiers-lieux mettent en place comme outils, politique de médiation, parcours de médiation dans leur tiers-lieux. On aura donc deux exemples de tiers-lieux qui mettent en place des projets pour le jeune public. Donc, Jazzes, représenté aujourd'hui par Émilie Honard, Borny Buzz, représenté aujourd'hui par Tatiana Todicini qui arrive. Et en ouverture de cette partie, nous avons proposé à Aline Fournier de nous rejoindre. Donc Aline Fournier du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport de Haute-Marne, qui va nous présenter un peu tout ce qui est question normes, homologation pour accueillir le jeune public dans des espaces, tiers-lieux ou autres, et tout ce que les services du SDJES apportent comme solution aussi, comme outil. On a parlé des postes FONJEP tout à l'heure, voilà, tout ce que le SDJES met en place pour nous accompagner sur l'accueil du jeune public. Donc merci Aline, je vous laisse la parole pour démarrer cette deuxième partie. Donc, bonjour à tous, Aline Fournier du SDJUS 52. Donc je vois qu'il y a des gens un peu de tous les départements. Donc ce service de l'État existe un peu enfin pas un peu, existe dans tous les départements. Donc je vais vous faire une présentation rapide du service. Donc c'est un service qui est situé au sein des DSEN, c'est les directions des services départementaux de l'éducation nationale qu'on appelait avant inspection académique. Donc voilà, si vous avez besoin de trouver vos correspondants, il faut chercher de ce côté-là. Donc, les missions principales du service, c'est la protection des mineurs et des usagers, la jeunesse, la vie associative, les politiques éducatives, le sport et aussi l'engagement. Donc, sur la protection des mineurs, on fait notamment Maison de Courcelles, par exemple, ou dans des tiers-lieux ou tout ce qui accueille collectif de mineurs, on fait des visites. Donc, je ferai un petit focus à la fin sur ce qu'on contrôle en fait dans ces établissements. Pour les ACM, on s'occupe aussi des dérogations pour ceux qui veulent faire des multisites ou qui ont des problèmes de recrutement au niveau de la direction. Et on fait des enquêtes administratives en cas de soucis, notamment VSS, sur les structures, que ce soit ACM ou structures sportives, avec les collègues sur le champ sport. Au niveau de la jeunesse, on a aussi dans notre portefeuille donc les chantiers jeunes bénévoles, les réseaux information jeunesse. Donc nous, sur notre département, on en a 3, Chaumont, Langres et Saint-Dizier. Donc les postes FONJEP, donc ça représente une aide à l'emploi d'environ 7 000 euros par an. Et les agréments JEP, c'est-à-dire jeunesse éducation populaire. Pour la vie associative, on a un petit budget BOP 163, donc ça c'est géré par mon collègue sur la jeunesse vie associative. On gère aussi les plans mercredi, projets éducatifs territorial, les colos apprenantes, qui peuvent aussi concerner l'accueil, notamment Maison de Courcelles, par exemple, je sais qu'ils accueillent des colos apprenantes. Donc là, il y a des financements spécifiques pour aider les familles à financer le départ en colo de leur enfant. On a le Fonds de développement de la vie associative, FDVA. Donc, on a déjà financé certaines personnes que j'ai pu voir ici. Donc voilà, on est sur le financement des associations qui sont notamment principalement portées par des bénévoles. Et on a le guide asso qui est en train de se mettre en place, qui remplace le CRIB, donc c'est sur l'information des bénévoles. Ensuite, sur le côté sport, on a 2 personnels qui sont vraiment là-dessus. Donc eux, ils gèrent les équipements, les appels à projets de tout ce qui est lié au sport, les homologations d'enceintes sportives, ça vous concerne sans doute un peu moins, l'emploi, l'apprentissage, développement de toutes les politiques sportives, les cartes professionnelles des éducateurs, etc. Et sur la partie engagement, on a le service civique. Donc là, c'est pareil, vous pouvez peut-être avoir besoin ou envie de recruter des jeunes volontaires en service civique. Donc c'est un dispositif qui est géré au niveau du service, mais on fait aussi des délégations. Par exemple, en Haute-Marne, il y a la Ligue de l'enseignement qui a un agrément qui peut mettre à disposition des services civiques sur d'autres structures. Et la réserve civique, ça correspond aussi de Je veux aider. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, chaque organisme peut déposer une demande, enfin une proposition de mission de bénévolat sur un site, donc qui s'appelle Je veux aider. Et les bénévoles, les personnes qui veulent s'engager, ont accès sur ce site à toutes les offres de bénévolat qui existent dans leur territoire. Donc ça peut être bien aussi pour vous si vous cherchez à recruter des bénévoles.
et on gère aussi, enfin, pour peut-être pour très longtemps, le SNU, Service national universel, donc voilà, qui est encore dans nos services avec un séjour qui a lieu là en juin d'ailleurs. Alors après, pour la réglementation vraiment des accueils collectifs de mineurs, que ce soit en tiers-lieu ou dans une école, dans un autre accueil collectif de mineurs, notre rôle, c'est de conseiller, de contrôler et de faire appliquer vraiment la réglementation. Donc, pour tous les types d'accueil, que ce soit avec ou sans hébergement, pour le périscolaire, c'est-à-dire le matin avant l'école, le soir, l'extrascolaire le mercredi, les vacances et aussi les accueils de scoutisme. Donc, les contrôles sont faits de manière aléatoire et ce qu'on vérifie, c'est le taux d'encadrement, les diplômes des encadrants, donc BAFA, BAFD, etc., le suivi sanitaire des mineurs, et il y a aussi une partie sur la gestion administrative des locaux, la gestion de la restauration, et puis surtout, le centre du sujet, c'est la démarche éducative et pédagogique. Donc voilà un peu notre champ d'intervention. Merci. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur certains objets spécifiquement pour le jeune public, par exemple les plans mercredi, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce que c'est et Alors, comment les tiers-lieux peuvent éventuellement y contribuer? c'est mon collègue qui gère ça. Donc, je vous avoue que je suis pas précisément, je saurais pas précisément vous répondre, mais je sais que il gère ça en lien avec les collectivités, donc il essaie de mettre en place un accueil de qualité au niveau éducatif pour les mineurs, que ce soit pas seulement une garderie sur les temps d'accueil du mercredi pour les enfants en primaire. Et donc, c'est un travail qui est fait conjointement, notamment avec les collectivités. Ok, et donc concrètement, un lieu qui voudrait accueillir du jeune public devenir accueil collectif de mineurs, enfin être labellisé, quelle est la démarche finalement pour un tiers-lieu Bah, en fait, c'est pas vraiment une labellisation, c'est que l'organisme qui veut organiser un accueil collectif de mineurs, donc avec un directeur, des encadrants, des éducateurs, des animateurs, etc., doit faire une déclaration donc sur un logiciel qui s'appelle TAM, télédéclaration, voilà, accueil de mineurs. Et donc c'est une déclaration qui est à faire dans les 2 mois avant l'accueil. Donc en lien avec nos services, donc ça c'est pareil, si vous voulez déclarer un accueil, vous pouvez contacter votre SDJES et il y a toute une procédure à faire. Enfin, c'est quand même assez simple. C'est une procédure à faire en ligne pour déclarer l'accueil. Et donc là, on a première étape de vérification. Et puis ensuite, votre accueil est déclaré, peut fonctionner. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vois Jérôme. C'est à partir de quel moment, parce qu'il y a une continuité d'activité avec des jeunes qui peut être assez large dans nos lieux. Du coup, à partir de quel moment on rentre dans la CM? Est-ce que si on accueille je sais pas, des enfants pour un atelier un après-midi, c'est déjà un ACM? Est-ce que si on les accueille 5 demi-journées d'affilée sur une semaine, on tombe dans... enfin, Alors, est-ce que... À quel non, moment ça s'impose en fait? déjà, il faut qu'il y ait minimum 7 mineurs. Et ensuite, sur les temps d'accueil, il faut que ce soit un accueil régulier. Enfin, vous voyez, par exemple, les accueils, tout ce qui est atelier théâtre qu'un enfant va faire, comme il pourrait faire une activité foot, ça c'est pas un ACM. Donc voilà, c'est vraiment spécifique. Alors, je suis en train de vous rechercher parce que il faut que ce soit un accueil vraiment régulier et hors présence des parents. Parce que je sais que certains tiers-lieux font aussi des ateliers avec les parents, notamment bah, le cirque à Courcelles, typiquement, c'est vraiment une fête familiale, donc ça, c'est pas un ACM. Il faut qu'il y ait pas les parents, il faut que ce soit plus de 7 mineurs et un accueil régulier sur, euh, sur vraiment plusieurs séances et sur un temps long. Et donc ensuite, vous accompagnez sur les aménagements nécessaires, les emplois nécessaires. Bah, sur les emplois, on est aussi dans le jury BAFA parce qu'en fait, bon, la plupart des ACM, ils fonctionnent avec des jeunes qui passent le BAFA. Après, il peut y avoir des équivalences de diplômes, par exemple le CAP petite enfance. Donc voilà, là, c'est vraiment sur cette partie-là. Et ensuite, les postes FONGEP, ça serait plus sur des missions
Ça va pas être sur une mission d'animateur, ça va être plus sur les missions des personnes qui sont à la direction de l'organisme, en fait. Et pour les postes FONJEP, il faut d'abord faire une déclaration d'agrément Alors jeune c'est public. pareil, ça fonctionne un peu par vague, par appel à projet. Et donc là, il me semble pas qu'il y en ait. C'est mon collègue qui gère les FONJEP. Euh, mais oui, enfin, si vous avez besoin de renseignements, c'est pareil. Ça dépend vraiment de chaque SDJUS. Faites appel à votre SDJUS. J'avais mis le mail dans la présentation au tout début, je crois. Si vous voulez être contacté lors des prochains appels à projets. Oui, on l'indiquera dans le compte-rendu qu'on enverra à tous les participants. Ah, très bien. Y a-t-il d'autres questions pour Aline Fournier? Est-ce que tout est clair, a priori? Eh ben, merci pour votre Merci. intervention. Donc, on va passer aux deux présentations suivantes. Donc, on excuse Géraldine Talandier de Syntex à Reims qui devait également présenter son projet tourné vers le jeune public qui est malade ce matin. Et donc, on commence par Émilie Léonard pour Jazz. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je vais vous faire une petite présentation de ce qu'on fait au sein du tiers-lieu Le Shed, en abordant un peu plusieurs sujets et surtout les atouts et les contraintes du lieu. Alors, je ne sais pas, Camille, si c'est toi qui passe ou Morgane qui passe les Morgane. diapos. C'est Morgane, alors tu peux y aller, Morgane. C'est moi et je suis désolée, il y a un petit trait qui se met à chaque fois que je clique. Donc j'essaye de le faire disparaître, mais en fait, il est là Non, mais tout le temps. c'est un détail, c'est pas très grave. Du coup, nous, Jazzus, on est une coopérative culturelle implantée au Shed. Le Shed, c'est le tiers-lieu et on gère le projet culturel de ce tiers-lieu. On a plusieurs activités au sein de la coopérative Jazzus et c'est essentiellement axé sur la production et la diffusion musicale, sur l'accompagnement de l'écosystème lié à cette production musicale et à un pôle accompagnement, une antenne éco-manifestation qui accompagne les événements de tout type sur une démarche de transition écologique. Toutes ces activités, on les mène donc principalement au Shed de tiers-lieu. Certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de venir, notamment sur la précédente rencontre régionale. Le Shed, c'est une initiative privée avec plein d'activités qui s'y déroulent, notamment une brasserie avec un bar-resto, des ateliers et un espace de diffusion que vous voyez là en photo. Alors Morgane, peut-être que tu peux cliquer sur la photo du Shed et on pourra avoir un lien vers une visite virtuelle. Est-ce que ça fonctionne? Alors, non, je pense que ça va passer directement à la Non. diapo suivante. Les liens n'ont pas dû être... C'était pour vous montrer un petit peu la caractéristique du lieu, qui est un très grand volume ouvert, sans cloisonnement, où se côtoie la brasserie d'un côté, donc avec des énormes cuves, hein, on en compte 6 cuves, une embouteilleuse, l'espace de diffusion et exposition de l'autre côté, les bureaux qui, eux, sont cloisonnés, et un espace bar-restaurant. Donc ça va être l'objet des contraintes et atouts du lieu. Et donc, pour vous situer nos actions jeunes publics au sein de la coopérative, on mène pas mal d'actions, de projets d'EAC en lien avec la DRAC, en lien avec l'éducation nationale, les orchestres à l'école à l'échelle nationale, ce qui est un peu similaire à Demos, si vous connaissez, et d'autres projets de ce type-là, toujours axés sur l'aspect musique et en particulier musique jazz et afro-américaine. On peut passer à la slide suivante. J'ai mis le lien dans le chat pour voir les espaces. Super. Donc, en fait, il s'agit d'une visite virtuelle. Vous avancez dans l'espace. Hop.
et vous pourrez avoir accès à l'espace de diffusion. Donc là, je vais vous faire une petite présentation des différents projets qu'on mène pour vous situer un peu les tranches d'âge qu'on touche et avec quels partenaires on travaille. Donc la partie festival et programmation, la partie diffusion jeune public dans le cadre de notre programmation, que ce soit la programmation de festival ou programmation de saison. Donc là, on touche un public de 6 mois à 16 ans avec des concerts, des ateliers de pratique, instrumentales ou non, et des parcours d'installation sonore. On a eu un partenariat avec la Philharmonie des enfants qui a des modules, des modules qui sont déplaçables de la Philharmonie des enfants à Paris en région. Et ça, c'était vraiment hyper intéressant, et notamment dans nos espaces qui sont en général des grands espaces, des grands volumes, et qui accueillent tout type de public, jeunes dans le cadre du temps scolaire, hors temps scolaire, ou public familial sur les temps de week-end, par exemple. C'est quelque chose qui a vraiment bien marché, et puis un partenariat solide avec la Philharmonie qu'on est vraiment très heureux d'avoir mené. Et dans le cadre de festivals, donc on organise un festival jeune public qui s'appelle le Sonic Kids, et aussi une kermesse au Shed, qui est un rendez-vous annuel très familial. Et là, on voit que le tiers-lieu apporte vraiment des atouts majeurs, parce que tous les publics se rencontrent, les familles, les tout jeunes. Il n'y a pas de nécessité à avoir une programmation spécifiquement jeune public. L'intérêt, c'est de créer un événement familial, et on voit que l'espace fait que la rencontre se produit naturellement. Après, tout au long de l'année, on mène des ateliers et une programmation à destination des 4-12 ans. C'est des ateliers du samedi, des concerts, concerts de Noël ou concerts pendant les vacances scolaires. Et là aussi, on se rend compte que grâce à un lieu qui est autant une brasserie qu'un restaurant, qu'un lieu convivial, on arrive à toucher un public qu'on toucherait pas du tout si on était dans une salle conventionnelle comme une SMAC, par exemple. Et ça, c'est vraiment l'atout du lieu. On organise aussi des jam sessions qui touchent un public plutôt amateur, là, à partir de 14 ans, en lien avec le conservatoire de Reims. Et là aussi, ça crée une émulation intéressante de par le lieu, parce que la soirée se prolonge, l'événement se prolonge. On peut aussi organiser des workshops sur des journées entières, et en tous les cas, la modularité du lieu fait qu'on peut imaginer un tas de projets avec un tas de publics différents, de jeunes publics différents. Alors la contrainte, c'est aussi, il y a des contraintes liées à ce lieu, c'est un débit de boisson. Et ça, c'est une question qui s'est souvent posée: est-ce qu'on peut accueillir du jeune public dans un débit de boisson? La réponse qui nous a été apportée, c'est que tant que les parents sont là pour accompagner, et qui dans le hors temps scolaire ou dans le temps scolaire, qu'il y a un personnel encadrant d'enseignants ou de parents accompagnateurs, ça pose pas de problème. Donc on n'a jamais eu de soucis à ce niveau-là. Donc c'est plutôt un atout d'avoir un lieu aussi polyvalent, et qui fédère des gens qui viennent à la fois pour boire un coup, ou alors pour vivre une expérience avec ses enfants. On peut passer au lien suivant, à la slide suivante. Donc là, un autre type de projet avec un autre format. Précédemment, je vous parlais de ce qu'on organisait dans le cadre de notre diffusion. Donc là, ce sont des projets qui sont financés dans le cadre de notre saison ou dans le cadre de notre festival. Et après, on va mener des projets qui sont dans le cadre d'appels à projets. Que ce soit des appels à projets de la SACEM, des appels à projets de l'Orchestre à l'École nationale, des appels à projets portés par la DRAC. Et l'intérêt de ces appels à projets, c'est évidemment les enveloppes qui permettent de les financer, et de financer aussi toute la coordination qui va avec.
Donc, il y a 2 projets qui sont menés, portés par la SACEM, tous les 2, la Fabrique à musique et la Fabrique à musique et l'orchestre à l'école. C'est des projets qui ont lieu là, qu'on mène depuis presque 10 ans maintenant et qui rencontrent un succès, un gros succès auprès des parents. On a des salles combles et surtout des parents qui reviennent, des enfants qui s'acculturent avec le lieu, qui ont envie de mener d'autres projets avec nous. Et là, il y a vraiment une émulation qui se crée donc sur une tranche d'âge de 6 à 15 ans. Une On peut question passer. Oui, de Lucie. Oui, bonjour. Donc moi je suis Lucie. On a également un café en fait associatif dans notre lieu qui est la Fabrique du monde rural à Combeaufontaine dans le 70. Et j'avais simplement une question sur le débit de boisson slash accueil de jeunes publics parce qu'on est aussi dans cette dynamique-là. On a un local jeune sur le lieu et un café associatif. Et donc nous on a fait le choix d'avoir un café associatif, donc de faire adhérer les personnes pour qu'ils et elles puissent consommer. Et vous avez parlé, vous, d'avoir un débit de boisson. Et nous, on a été confrontés au fait que déclarer un débit de boisson, on pouvait le faire que 5 fois par an. Et on a fait le choix donc de ne pas avoir de licence de plus de licence 3. Enfin, un café associatif, je crois que c'est les licences les plus basses qu'on puisse avoir. Et donc, je me demandais quels étaient le niveau de licence que vous aviez dans votre débit de boisson. Et est-ce que ça nous, avait joué en fait, le débit de boisson, c'est vraiment une activité au quotidien et ça fait partie intégrante du D'accord. lieu. C'est une autre structure qui porte, enfin, qui est gérante de cet espace-là, qui est d'ailleurs le propriétaire du bâtiment. Et là, c'est une licence 4 et c'est vraiment une activité régulière qui est ouverte en permanence du mercredi au samedi. Donc, c'est une D'accord, activité ok, qui est c'est ce que... vraiment imposée et il n'y a pas du tout d'aspect. Enfin, c'est pas une association, c'est vraiment une entreprise dont c'est l'objet principal. Ok, c'est ce que j'avais ouais, pas compris. D'accord, très bien. Mais Et c'est donc pas oui, nous vous qui n'avez avons pas eu... acheté la licence. Ok, d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Et pour l'instant, on n'a pas eu de problème. Mais, mais parce que on a effectivement les réponses de tant que les enfants sont pas tout seuls, et, ça pose pas de souci. Alors, on peut passer à la slide suivante. Donc là aussi, des projets menés dans le cadre d'appels à projets. On a les projets fédérateurs qui sont là portés par la DRAC en partenariat avec l'Éducation nationale. Ça s'appelait avant les PAG et maintenant ce sont des projets qui sont davantage menés en milieu rural parce qu'il y a de moins en moins de financement DRAC sur ces projets-là. Donc ça peut être intéressant pour les tiers-lieux qui sont situés en milieu rural parce que tous les fonds sont fléchés sur ces territoires. Donc nous, là, on va le mener à Cézanne cette année, donc hors du tiers-lieu. Mais auparavant, on montait ces projets dans le tiers-lieu et c'est vraiment ce travail-là avec les écoles du quartier qui nous ont permis de toucher les habitants du quartier. C'est le vecteur le plus efficace pour que les parents reviennent dans le tiers-lieu, vivent le tiers-lieu, s'intéressent à ce qu'on y propose parce qu'ils sont venus une première fois avec leurs enfants et qu'on les a accueillis et qu'il y a une certaine fierté à avoir leur enfant sur scène. Et on a remarqué que c'est vraiment ce type de projet qui crée du lien avec les habitants, en tous les cas avec une certaine partie des habitants. Et après, il y a tout le travail qu'on mène avec la ville de Reims et les différents services patrimoine, services des musées, etc., qui là permettent de mener des projets jeunes publics au sein du tiers-lieu et d'accueillir des enfants de 3 mois à 12 ans. Avec juste le petit bémol que l'accueil des enfants entre 3 et 1 an et demi, entre 3 mois et 1 an et demi, dans notre espace est vraiment compliqué à gérer. Et parce qu'il faut être nombreux, parce qu'il faut avoir des espaces quand même très sécurisés, très adaptés et c'est quelque chose que pour l'instant on a du mal à faire de manière correcte et confortable. Donc
Pour accueillir les tout petits, là, on préfère le faire hors les murs. On peut passer à la suivante. Et donc après, on mène des projets, pour le coup, hors les murs, avec des maisons de quartier qui, là, nous permettent de toucher les habitants autour de notre tiers-lieu et on se rend compte que c'est aussi, un vecteur, un moyen efficace, en tous les cas, de toucher, les parents, des enfants. Le travail dans les écoles, plus le travail dans les maisons de quartier et c'est assez difficile de faire venir les parents dans le tiers-lieu pour accompagner leurs enfants, s'il y a pas un travail préalable, dans les écoles ou, dans les maisons de quartier. Dans des lieux en fait, où ils ont l'habitude, où ils ont des habitudes, où ils ont, des liens particuliers et c'est ces 2 moyens-là qui nous permettent de les faire venir après, dans le tiers-lieu. Peut-être un petit mot, je ne sais plus quel slide il y a après. Ah oui, ça va être une petite vidéo. Un petit mot peut-être sur le modèle économique. Donc là, je vous disais, qu'on travaillait, surtout dans le cadre, d'appels à projets. Parce qu'évidemment, c'est ce qui permet, de financer, ce type d'action. Nous, on a fait le choix, mais qui est pas vraiment un choix, de pas embaucher une personne, spécifique pour gérer ces projets. Ce qui fait que forcément le travail avec, les habitants est beaucoup plus, fastidieux parce qu'on n'a pas énormément de temps à consacrer à cette mission. Donc, on travaille avec un artiste, référent qui a un agrément éducation nationale et qui mène ces projets et qui, les oriente et qui peut nous guider aussi, dans la coordination, de ces actions. Donc un modèle économique évidemment fragile, hein, parce que le jour où il y a plus ces appels à projets, eh bien évidemment, on ne pourra plus poursuivre cette activité. Un petit mot aussi sur, les normes, et l'adaptation des espaces. Nous, le lieu, il n'a pas du tout été pensé pour, accueillir du jeune public, ou des familles et il est devenu, de fait, un espace qui est très prisé par les enfants et leurs parents parce que c'est un grand espace où, en permanence, il y a un petit coin, dédié, aux enfants avec une ludothèque, une table, une ardoise. C'est pas grand-chose, mais ça crée, un espace qui leur est, dédié, où ils se sentent, bien, ils se sentent à l'aise. L'espace permet d'accueillir, plein de poussettes et ça, malheureusement, il y en a pas d'état, sur Reims et c'est vraiment devenu le lieu, de rencontre, des familles et un lieu de liberté, pour les enfants. Alors évidemment, ça pose des contraintes aussi, parce que des fois, on retrouve des enfants, derrière les rideaux, dans des endroits sur la scène où ils ne devraient pas aller. Mais tout ça fait qu'ils se sont appropriés l'espace et en ça, je trouve que c'est une vraie réussite. Voilà et il y a une petite vidéo, je ne sais pas si tu as le lien, J'ai mis le Morgane? lien dans le chat. Ah bah, super. Si, je vais changer de partage. Merci. Ah bah, je crois que j'ai dit le principal. Et ben, on va regarder la petite vidéo et puis s'il y a des questions, Est-ce on y que reviendra. vous voyez bien la vidéo? Oui. Alors j'ai pas mis de son justement pour qu'on puisse poser des questions, en même temps et en fait, en faisant cette petite présentation, je me suis rendu compte que toutes les contraintes qu'on voyait au lieu, le bruit, l'espace beaucoup trop grand, l'espace impossible du coup à chauffer, faisaient que finalement tout ça était aussi un atout puisque ce grand espace, les enfants se sont appropriés. Ça crée du lien intergénérationnel parce que les gens se baladent, ils viennent boire un coup et puis finalement ils voient un spectacle jeune public, ils restent, ils reviennent, et on peut autant accueillir les grands-parents, les enfants, les familles et en ça, c'est vraiment un lieu très intéressant et on peut imaginer des tas de projets, de l'atelier au concert à merci. Voilà, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, c'est le moment. Là, c'est un petit report de notre festival où on voit
les espaces du shed aussi. Bah, peut-être, puisque Géraldine n'est pas là, je crois qu'elle comptait parler justement sur les coopérations que vous avez aussi entre Lure et moi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment vous avez travaillé ensemble ces dernières années? Oui, bah, du coup, effectivement, on travaille beaucoup ensemble entre structures culturelles, maisons de quartier, services, de la ville et avec Syntex, on travaille sur des, installations, sonores. Alors on en a plusieurs. On a, La petite histoire du jazz, on a, Ceci est mon sample, on a aussi, alors je ne les ai plus toutes en tête, mais en gros, on travaille ensemble sur, l'idée d'outils de médiation. Qu'est-ce qu'on veut faire passer, comme message? Et Syntex travaille sur l'aspect, vraiment purement technique, qui comment en fait on met en œuvre concrètement, l'idée d'outils de médiation. Et ça fonctionne assez bien parce que ça peut aussi, faire le tour des festivals. Ça peut aller aussi, chez vous dans les tiers-lieux. Si vous avez envie d'accueillir des installations, faut pas hésiter, à nous contacter. Et puis effectivement avec Syntex, on travaille, de manière, très fluide, où, on pose un cahier des charges et après on échange. On monte ça sous forme de coproduction. Chacun apporte, sa compétence, à la fois intellectuelle et en termes de matériaux aussi. Et dans la même veine que les installations de la Philharmonie des enfants ou même des microfolies, c'est des dispositifs qui sont super intéressants à faire tourner, dans nos lieux, je trouve. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. J'avais j'avais une question. Alors, je suis désolée, j'ai dû répondre à un coup de fil au début, donc j'ai pas entendu depuis combien de temps le shed était en activité. Mais c'est surtout ma question, c'est comment vous avez fait pour vraiment fidéliser, enfin, bon, c'est pas procédure, mais quelle technique, euh, vous avez réussi. Donc, j'ai entendu le lien avec les familles, les écoles. Comment vous avez fait? Enfin, quelle prospection vous avez dû mettre en place? Combien de temps ça vous a pris? Si vous avez un petit peu des réponses autour de ces sujets-là, parce que c'est des vrais sujets qu'on rencontre aussi nous en début du projet qu'on est en train de mettre en place. Merci. Alors effectivement, je ne l'ai pas dit, le shed a ouvert en 2019. Donc il y a eu une phase, covid, un peu douloureuse comme tout le monde. Mais sur ce public-là en particulier, on a réussi à fidéliser, grâce aux projets menés dans les écoles. Et c'est comme ça que les parents, reviennent sur site, que les enfants disent: «Ce lieu, il est super, je peux m'amuser, je vais voir mes copains du quartier». Et ça, c'est vraiment, l'outil qui pour nous a a mieux fonctionné. Pour ça, on répond donc à des appels à projets qui sont portés par, à chaque fois, il y a l'éducation nationale qui est partenaire, que ce soit financé par la SACEM ou par la DRAC ou par l'orchestre, à l'école nationale. À chaque fois, il y a un travail avec l'école, dans l'école, et c'est eux qui choisissent l'établissement, avec lequel on va travailler. Avec nous, notre contrainte de dire: «On veut que ce soit un établissement qui se situe, dans le quartier, à proximité géographique». Et du coup, c'est ce travail-là qui est finalement un travail au long cours puisqu'on intervient sur, 6 mois, enfin à minima 3 mois et au plus 6 mois. Et du coup, c'est ce travail de long cours qui permet de fidéliser les parents qui viennent voir, la restitution. En gros, à chaque fois, il y a un concert qui a lieu au Shed, il y a un concert, jeune public mais ouvert, et puis après, à la fin, la restitution des enfants. Et ça, c'est vraiment le meilleur outil pour, fidéliser. Il y a d'autres questions pour Émilie? S'il n'y a pas d'autres questions, je peux tendre la perche aussi à Anne-Sophie qui est là, qui pour le coup, a un projet, super intéressant, de tiers-lieu, famille, et qui a forcément une autre approche, que nous. Si peut-être si ça t'embête pas de dire un petit mot, Sur parce qu'on comment est sur nous le on même fonctionne. territoire. Ouais.
Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'organisation de cette journée. C'est très chouette de voir un peu comment ça fonctionne ailleurs. Alors effectivement, moi je fais partie du service famille et petite enfance de la ville de Reims. Et en 2023, on a ouvert un tiers-lieu famille sur le quartier Orgeval à Reims, qui est un quartier QPV. C'est deux cellules qui sont côte à côte, avec un espace qui est un peu un espace de travail collaboratif, que ce soit pour les partenaires, les habitants, etc., avec un bureau où on peut s'isoler, et une grande salle de vie. Euh, Quand j'entends Émilie parler du SHED et de l'accueil des jeunes, je me dis, ah, c'est rigolo, parce que je ne pensais pas à ça quand on parlait de l'accueil des jeunes. Alors, je ne sais pas dans les expériences qui vont se partager après, ce qu'on pourra entendre. Nous, notre questionnement aujourd'hui au tiers-lieu, qui ne propose pas euh, d'animation spécifiquement à destination des enfants, ou, enfin, qui se veut pas. Alors, excusez-moi, attendez, je vais rassembler mon propos. Euh, pour vous situer, on est juste en face d'une maison de quartier. Donc, du coup, nous, on a toujours pris le pli de ne pas être une proposition d'animation supplémentaire sur le quartier façon maison de quartier, mais bien d'être plutôt un lieu où on vient se poser, un lieu où on est libre de pouvoir proposer quelque chose si on veut, mais qui est géré par les habitants, etc. euh, et qui reste un lieu ouvert où on peut juste passer, se poser pour prendre un café, etc. Notre challenge aujourd'hui, nous, avec le public jeune, c'est qu'il vient, il investit le lieu, ça, il n'y a pas de problème. Donc, il investit le lieu de 5-6 ans allez, jusque les grands ados, enfin les grands ados, jusqu'aux ados de 15-16 ans qui viennent vraiment, ouais, même plutôt 14, qui viennent en très spontané. Après, on a des partenariats avec un certain nombre d'associations ou d'institutions du territoire. Donc, on a les bataillons de la prévention, par exemple, qui occupent une partie des locaux le mardi, pardon, pour être à disposition des jeunes du quartier. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, notre sujet, nous, ça a toujours été de comment on régule, on accueille, et qu'est-ce qu'on propose et comment on rebondit aux enfants, donc je vous redis, de 5 à 15 ans qui viennent sur le lieu sans leurs parents. Donc, ils viennent investir le lieu parce qu'ils sont sur le quartier, parce qu'ils traînent dehors, parce qu'il n'y a pas classe, parce qu'ils ne sont pas inscrits au centre de loisirs, parce qu'il n'y a personne à la maison ou que personne n'est disponible. Et donc, voilà, donc on les voit arriver, ils s'installent, souvent ils jouent, on discute. On a un groupe qu'on appelle le groupe des senioritas qui est là plusieurs jours par semaine. Donc, il y a de l'échange intergé aussi. Et puis, il y a des moments où c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est un public qui cherche le cadre, qui cherche les limites et qui vient aussi, du coup, chercher l'adulte un petit peu dans ses retranchements. Donc, nous, on n'en est pas à de la proposition cadrée avec participation des parents ou un encadrement d'un autre adulte qui serait responsable de l'enfant. On est face à un public de jeunes qui investit le lieu, qui y vient, mais qui est hors de tout cadre. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ma présentation parce que voilà, mais du coup, notre questionnement, nous, quant à comment on accueille les jeunes, il se fait plutôt sur comment on les accueille quand on n'est pas un centre de loisirs, quand on n'a pas vocation à le devenir, quand les propositions qui peuvent émerger à destination de ce public-là ne peuvent venir que de eux ou que d'un groupe d'adultes qui auraient envie de leur proposer quelque chose, comment on les fait adhérer, comment on pose le cadre. Alors, je viens de passer 2 jours au tiers-lieu l'après-midi. Donc, la question du cadre avec les jeunes de 14 ans, c'est un vrai sujet. Mais voilà, c'était plus. Voilà, notre questionnement, il est quand même plutôt de ce côté-là. Et on n'a pas de réponse idéale. Donc, si vous avez des suggestions, si vous vivez quelque chose de similaire ou quoi, je suis preneuse d'expérience. Peut-être que la présentation suivante va répondre aussi en partie à ces questionnements-là, sauf s'il y a d'autres personnes qui souhaitent réagir avant au questionnement d'Anne-Sophie. Merci Anne-Sophie pour ton témoignage. De rien. Tatiana, je te laisse poursuivre et présenter tes propositions et puis voir aussi comment ça peut rebondir sur les questionnements de Anne-Sophie.
Alors bonjour à tous, à toutes. Moi je suis Tatiana et je suis, médiatrice et facilitatrice dans le tiers-lieu de Bornibus, qui est du coup situé en QPV, aussi, dans un quartier, prioritaire, de Metz. Nous, on travaille effectivement notre tiers-lieu, il est implanté au cœur de ce quartier et à la base, c'était une association qui existe depuis 20 ans, donc vraiment bien identifiée par les habitants. On est devenu un tiers-lieu en 2019 et on travaille, surtout beaucoup en partenariat parce que la particularité de notre structure, c'est qu'on est en 2 petits locaux et pas un grand lieu comme on peut en voir, en fait partout, quoi. Donc, nous, la manière dont je sais même pas si je vais me servir de ce slide parce qu'en fait, à chaque fois, j'en fais et je suis trop nulle pour les suivre, donc on verra bien. Nous, on peut passer à la prochaine, voilà. Ouais, 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 alors, notre projet, d'accueil des jeunes publics, alors les jeunes publics, c'est à partir de 6 ans chez nous. Évidemment, on n'a pas d'agrément avant, puis bon, de toute façon, voilà. On a identifié, les jeunes du quartier en ayant travaillé en amont avec les structures, qui existent déjà sur le quartier, notamment le centre social, les MJC et aussi beaucoup les écoles. Il y a, énormément d'écoles primaires. Il y a 3 écoles primaires, je crois, 4 maternelles, 2 collèges et un lycée, pas très loin. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de jeunes. Ça fourmille dans tous les sens et c'est assez chouette d'ailleurs. On est intervenu, beaucoup dans les écoles en premier lieu pour, animer des ateliers. Alors moi je suis intervenue dans tous les CP de tout le quartier, donc j'ai connu tous les petits enfants, pour faire, l'initiation au codage et à la robotique avec, les petits et du coup, prendre contact avec les enfants et leur, présenter notre lieu. Et on parle aussi à leurs parents et tout. Nous, on a une formule, d'adhésion. Individuelle ou familiale. C'est-à-dire que, comme en QPV, il y a beaucoup de familles, en situation de précarité, hein, évidemment, on a choisi de proposer une adhésion très, très peu onéreuse, c'est-à-dire que ça ferait 5 € par personne individuelle et 10 € par famille, peu importe le nombre d'enfants dans la famille. C'est-à-dire que toute la famille, adhère pour 10 € l'année et peut assister à tous nos ateliers, librement. Voilà. Alors, on peut passer à la prochaine, slide. Celle-là, je n'en ai même pas parlé, mais bon. En exemple d'atelier qu'on peut, ah oui, nous, on est un tiers-lieu essentiellement axé autour du numérique. Donc, ça sera, du numérique, du média, du Fab Lab et du jeu vidéo. Donc on a un petit Fab Lab, dans nos locaux. On a un studio, fond vert où on peut faire, de la vidéo, du reportage, de la photo. On fait aussi du podcast, beaucoup. Ah voilà, il est là le podcast. Oh, ils ont mis mes photos, trop bien. Pardon. On fonctionne beaucoup, sur des stages pendant les vacances et en fait, la plupart du temps, quand on organise, des stages, on va pas directement, en parler aux enfants, mais en fait, on fait la pub, dans les autres structures et dans les écoles et en général, c'est les autres structures qui viennent avec des groupes d'enfants chez nous. Sauf le mercredi après-midi, on a choisi pendant une longue période de rendre ce créneau libre, pour le Fab Lab et aussi pour, l'espace de coworking ado, qui est en fait une salle informatique avec des ordinateurs, qui nous ont été donnés par la ville de Metz et qui sont, en libre accès, pour toutes les familles et réservés, le mercredi sur un créneau pour les jeunes du quartier. Si jamais ils ont envie de passer, faire leurs devoirs ensemble, moi je suis là, je zone, hein, je travaille, mais je suis pas en train d'animer forcément l'espace. L'espace est libre. Donc ils font leurs devoirs, ils vont sur Pronote, ils vont sur Roblox aussi, hein, on va pas se le cacher. Ils jouent à Minecraft, il y a pas de souci et globalement ça se passe très bien. Le principe, c'est juste qu'ils adhèrent et puis bon, voilà. Pour les ateliers qu'on propose, donc, comme on est un média de quartier aussi à Borny-Buzz, on fait beaucoup de stages autour du journalisme, notamment la création de podcasts, où, les jeunes viennent pendant une semaine créer de A à Z leur propre podcast. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail journalistique en amont, où ils choisissent eux-mêmes,
un sujet. Ensuite, ils vont faire leurs recherches avec, mon aide évidemment, pour trouver en fait, c'est de l'éducation aux médias, quoi. Je les aide à trouver de la vraie information et à trouver des bons supports, sur lesquels, s'appuyer pendant la rédaction de leur podcast. Une fois que le travail de rédaction est fait, on passe, à l'enregistrement. Donc sur une après-midi, ils enregistrent tous ensemble leur petit podcast. D'abord, je les entraîne, à parler de manière claire, à s'exprimer pour que les micros, la technique, les branchements, tout. Et c'est eux qui sont aux manettes, la table de mixage. C'est vraiment, notre, credo, c'est, l'autonomie, à fond, quoi. Et nous, on est derrière pour les aider. Et une fois que l'enregistrement est terminé, c'est le montage. Donc là, ils ont aussi l'initiation au montage sur des logiciels, libres, en fait, hein. Moi, j'utilise, comment ça s'appelle? Attendez, je vais regarder. Il est sur mon bureau. J'utilise, Audacity, voilà, tout simplement. C'est gratuit. C'est pas mal. Pour l'atelier de branding, en fait, au Fab Lab, on a un tout petit Fab Lab, hein, honnêtement, il doit faire genre 10 mètres carrés, pas plus, et dans lequel on peut accueillir maximum, je dirais, 6 ados ou 5 enfants de moins de 10 ans, quoi, pour vraiment que l'espace soit sécuritaire. On a un énorme meuble au milieu. On le voit pas là, bon. Et dans ce Fab Lab, on peut faire de la sérigraphie, de l'impression 3D. J'ai aussi une toute petite découpeuse, voilà, avec laquelle on peut faire des stickers, ce genre de choses. Et dans les locaux là, donc le branding, c'est qu'en fait, je leur apprends à créer une marque, entièrement. Donc ils réfléchissent à quelle entreprise, ils voudraient, créer. Une fois qu'ils ont l'idée, la dernière fois, ils ont voulu créer une usine de doudous, ce qui est vraiment hyper mignon. Et donc à partir de cette idée-là, on a fait des tableaux d'inspiration et ensemble en équipe, au final, on est arrivé à la création d'un petit logo, le logo de leur entreprise. Et le logo là, ils ont pu le décliner sur plusieurs supports. Ils ont fait des tote bags, en sérigraphie. Ils ont pu faire aussi des t-shirts avec du transfert, avec la presse, et ils ont fait des stickers et voilà, c'était vraiment cool. Ils ont appris à se servir de Photoshop, en format libre en ligne qui s'appelle Photopea. Donc pareil, initiation à la PAO, au graphisme, et puis aussi à la lecture, des, supports de communication, quoi. Ce qui est un peu, original, je trouve, à faire avec des jeunes enfants, de 10, 12, 13 ans, quoi. On peut passer à la suivante. Ah ouais, attendez. Non, c'est bon. On peut passer à la suivante. Vous avez vu que j'avais mis des jetons partout? Voilà, je voulais le préciser. Voilà, ça, j'en parlé. Sérigraphie. La sérigraphie, en fait, ouais, quel bazar dans ma tête. Alors, nous, on travaille donc, pour que les jeunes, ils viennent chez nous, on travaille aussi énormément avec les familles. Donc, on a beaucoup, travaillé avec un groupe de mamans, précisément, qui venaient, du centre social, d'à côté et qui sont venus me voir en me demandant, de les aider à mettre au point un projet qui était, en fait, à la base, elles voulaient faire des affiches et un jeu de société pour sensibiliser les enfants, justement, dans les écoles autour du harcèlement scolaire. Donc j'ai dit: «Mais pas de problème», et j'ai, du coup, de la même manière, initié ces mamans-là, au support de communication. Elles ont aussi fait du Photoshop, elles ont aussi fait de la sérigraphie, elles ont fait leurs belles affiches et elles ont, fabriqué elles-mêmes un support pédagogique, une mallette avec le jeu de société sous forme de jeu de cartes. Et donc ces mamans-là, après, elles venaient tout le temps me voir et au final, elles sont venues avec leurs enfants et au final, leurs enfants se sont inscrits dans les ateliers. Et en vrai, moi, je trouve que, quand on est comme ça au milieu d'un quartier, c'est comme ça que ça marche, quoi. Les gens, ils passent devant, ils rentrent, des familles, les enfants, on prend. Ils restent pas, mais au moins, en général, c'est toujours sympa, quoi. Donc tous ces gens-là, évidemment, je leur propose, de regarder déjà ce qu'on fait, les possibilités qu'on peut, proposer, et s'ils ont des idées ou envie de faire des choses, ils viennent, quoi,
faire les choses avec moi, voir, à quel point c'est possible, si jamais aussi, on peut financer le projet, demander des petites subventions, et puis go, ça c'est assez libre, quoi et voilà. Voilà, on peut passer à la prochaine. Bon, l'impression 3D, en fait, c'est toujours un peu pareil, hein, bref. Alors, ouais. Mmh. Ouais, OK. Alors, l'implication des jeunes. En fait, moi, j'estime que, la participation des jeunes dans un tiers-lieu, bah, en fait, c'est pas même pas complètement des jeunes, de tous les publics dans les tiers-lieux et c'est aussi le principe du tiers-lieu, c'est pas forcément de leur proposer des choses, c'est de réfléchir ensemble à des choses qu'on peut faire, ou alors, leur permettre, eux, enfin, leur donner les outils pour leur propre projet à eux, quoi. Donc, sur les créneaux, des mercredis que j'avais fait en ouverture de Fab Lab, j'avais mis, une petite fiche, grâce à laquelle les jeunes pouvaient s'inscrire. Bon, les créneaux libres, c'était quand même à partir de 12 ou 13 ans, parce qu'avant, les petits, enfin, c'est un peu moins compliqué, un peu plus compliqué. Mais donc, ils pouvaient venir s'inscrire, sur, par exemple, 3 mercredis après-midi de suite et sur ces 3 mercredis-là, on essayait de voir ensemble quel projet ou alors sur un créneau d'un mois même, quel projet, on pouvait mettre, en place, ensemble avec, un groupe, un nombre défini dès le début, quoi. Donc c'était si à un moment donné, il y avait des groupes de jeunes qui venaient, dans le lieu et qui avaient envie de se pencher sur la sérigraphie, ben, on prévoyait le mois et on faisait un vrai projet autour de la sérigraphie, plutôt qu'une petite initiation de 2 heures qui finalement, bah, va pas, forcément rester ancrée en tête, qui est sympa, mais plus sur d'autres événements quoi, ponctuels. Donc on faisait ça, pour, la sérigraphie également, même pour le bricolage, dans le Fab Lab, la réparation de trucs, le démontage de n'importe quoi, l'impression 3D qui demande aussi quand même de la compétence, en ben, en en informatique quoi, tout simplement. Il y a quelque chose dont j'ai pas parlé, c'est, l'upcycling. Ça, c'est un truc que vraiment j'adore faire, dans le Fab Lab et qui est, très simple. On a travaillé en partenariat avec, une association, qui s'appelle PC Solidaire, sur Metz, dont le but est, de récupérer du vieux matériel informatique, de le retaper et de le revendre, pas du tout cher à, bah, des familles qui ont besoin d'un ordinateur, quoi, tout simplement. Moi, j'allais récupérer chez eux des ordinateurs qui n'étaient pas réparables. Je les ramenais dans mon Fab Lab et avec les enfants, dès 6 ans et ben, on a tout démonté. Ce qui fait que, pendant qu'on démontait, ces objets-là, je leur apprenais, à quoi servait chaque pièce. Carte mère, la mémoire, les machins, la RAM et tout, donc c'était cool. Une fois que tout était démonté, ce qui est vraiment, un pur bonheur de démonter des ordis, essayer, c'est vraiment équivaut à 2 séances de psy, je pense. Les pièces qu'on avait, on s'en sert, et on fabrique une petite œuvre d'art avec et c'est l'upcycling, quoi. On utilise les pièces d'ordinateur, on démonte tout, on apprend comment ça marche et on réutilise et on ramène à la maison et on est trop content. J'ai pas de photos, mais on a si vous voulez voir des photos d'upcycling, on a sur nos réseaux Burny Buzz, Instagram, Facebook et compagnie, tout plein de super photos. Voilà. Alors, ensuite, on peut avoir le slide suivant? Je crois que je m'appuie pas du tout dessus, hein. Mais bon, peu importe. Alors, oui, bon, ça j'ai déjà dit. Ah oui, les communautés intergénérationnelles. Alors, on a eu je trouve que c'est cool de parler de ça aussi. Nous, on a aussi un pôle jeux vidéo. Enfin, on l'a plus grand-chose, mais bref. Parce qu'en fait, on n'est pas du tout anti-écran chez nous. On a vraiment une approche, de l'utilisation active de l'écran, et en fait, on a eu, l'idée de, faire, un stage de jeux vidéo destiné aux parents. Et c'est ce fameux groupe de mamans-là qui s'est inscrit et qui a joué, pendant, 6 séances d'affilée aux jeux vidéo avec, parce qu'on a des consoles chez nous quoi, qu'on peut mettre à disposition ou non parce que c'est toujours un peu délicat. Donc pour, que les mamans puissent, vivre dans la réalité de leurs enfants quand ils jouent sur la console et qu'elles constatent au bout d'un moment que, on peut pas juste dire: «Arrête la console». Quand on est en pleine partie, on peut pas on va dire à un enfant: «Arrête, ta partie d'échecs» ou «Arrête de lire ton livre».
alors qu'il est en plein milieu d'un chapitre, quoi. Ça se fait pas. Et ces mamans-là, au début, elles étaient hyper, bah, bon, bah, à prendre avec des pincettes, quoi. Et au bout de, je vous jure, 2 séances de jeu, elles décrochaient plus le téléphone, c'était terminé, quoi. Et donc ça nous a permis ensuite de refaire des séances avec leurs enfants et de faire aussi des discussions, des débats et d'ailleurs d'enregistrer un podcast sur ce sujet pour, qu'elles puissent échanger leurs impressions face à la console avec les enfants et qu'elles se rendent compte que, ah oui, effectivement, quand on est dedans, on est dedans et plutôt que de dire, «Tu l'enlèves maintenant», bah, plutôt mettre d'autres limites comme à la fin de la partie ou, «Organise-toi, à savoir qu'à telle heure on mange», enfin bref. Et que c'était quand même, une activité, pas moins importante qu'une activité, sportive, si tant est que c'est une passion pour le gosse, quoi. Voilà. Et pour ça, les enfants nous adorent. Voilà, donc on a aussi le projet dans cette fameuse, salle informatique, de coworking, pour ados, de faire venir, les ados qui sont en collège et qui doivent se servir de Pronote et compagnie, de venir avec leurs enfants et avec, notre aide et ben, de permettre aux enfants d'expliquer comment ça fonctionne à leurs parents et aussi, de nous présenter en tant que, support possible, que si jamais c'est galère à la maison, parce qu'en QPV, il y a énormément de familles qui sont allophones. Nous, on connaît des gens qui peuvent venir filer des coups de main et si les mamans ou les papas d'ailleurs, galèrent avec, ce genre d'outils informatiques qui sont de toute façon obligatoires et ben, ils savent qu'ils peuvent venir à la maison, enfin n'importe quoi, au tiers-lieu et bah et appréhender, l'outil, quoi. Et nous, on trouve que c'est quand même, assez chouette, de faire, ce partage, enfants-parents. Comme ça, de toute façon, c'est eux qui vont s'en servir, donc voilà. Alors je regarde ce que j'ai écrit. Bah, voilà, en gros, voilà. Nous, on considère que, l'enfant et le jeune et l'ado, il a, sa place autant que n'importe qui au sein d'un lieu tel que le nôtre, surtout, bah, surtout non, même pas surtout, j'allais dire en QPV, mais parce qu'en fait, le principe, c'est qu'on est implanté au milieu du quartier et que, ben, s'ils veulent passer la porte, même pour squatter, bah, ils passent la porte, ils squattent et en fait, ça dynamise plutôt le truc et puis nous, ça nous permet aussi de gagner la confiance, en fait, des habitants, des parents. Moi, j'avais quand même aussi la particularité, au sein de mon job là, de vivre dans le quartier et d'être aussi, mère, d'avoir des enfants scolarisés dans les écoles et d'être parent d'élèves, délégué de parents d'élèves et tout ça. Donc ça m'a aussi donné un accès aux familles, par, la petite porte, celle où je vais au parc, celle où je vais à la réunion des parents d'élèves et c'est quand même toujours, c'est toujours vachement bien, en fait, de vivre la vie du quartier et je pense que même en tant que, personne, travaillant dans des tiers-lieux issus des QPV, faut vraiment pas hésiter à aller squatter les fêtes des écoles, discuter avec les parents, même les équipes, pédagogiques, tout le monde, quoi. Parce qu'il y a que comme ça, en fait, que les gens, ils vont passer la porte de chez nous et de manière récurrente, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Tatiana. Et de rien. Moi, j'ai une question peut-être sur les activités que tu as présentées. On a l'impression que tu portes beaucoup ces activités-là aussi en fonction de ce que tu sais faire. Et tu sais faire beaucoup de choses avec ces outils-là. Comment tu te formes, toi, à ces outils? Est-ce que tu es accompagné? Et surtout, est-ce que tu fais aussi des partenariats avec d'autres structures? Je crois que sur une photo, j'ai vu Fauzi de M-Design. Ouais, Fauzi, Quel partenariat tu mènes avec d'autres structures qui viennent aussi animer des choses chez toi? ouais, ouais, bien sûr. Alors, c'est bien que tu parles de Fauzi parce que ça me rappelle que j'ai oublié de parler d'un projet qui s'appelle le Journal des jeunes. Nous, on était un média et pendant des années, le Journal des jeunes, c'était, bah, en fait, je vais vous mettre un lien direct parce que je l'ai préparé là, dans la discussion d'un épisode. Touc. Chaque, 1re semaine de vacances scolaires avec un groupe de jeunes entre 12 et 16 ans, ils viennent faire un stage de journalisme, chez nous et ce groupe doit venir sur toute l'année, sur chaque vacances de l'année. C'est un projet annuel, quoi. Dans l'année, on a un fil rouge et un gros projet.
C'est-à-dire que la dernière année, on a choisi de travailler autour du jeu vidéo et Fawzi qui, a monté le Fab Lab M-Design à Metz, nous a accompagnés en tant que partenaire, dans la création d'une borne d'arcade. Donc à chaque semaine de vacances, on abordait le jeu vidéo d'une manière différente. Donc on a eu, la réalité virtuelle, le rétro gaming, on allait interviewer des gens, qui étaient spécialistes dans ce domaine et chaque semaine, on fabriquait une partie de la borne d'arcade. Donc chaque fin de semaine, on avait notre petit JT dont je vous ai donné un exemple là qui était, publié sur YouTube et sur notre site internet. Donc les jeunes, ils ont une approche, journalistique de ce sujet-là et nous, ben, comme effectivement, on sait pas tout faire, presque pas, on cherche le partenaire qui est le plus adéquat et qui va venir, nous filer un coup de main dans notre mission ou même, nous apprendre à nous, les encadrants, à réaliser des trucs quand eux sont pas là. Enfin, je sais qu'avec Fawzi, on avait vu un peu de codage, des trucs comme ça. Fawzi, moi je fais en fait, si tu veux, moi, en ce qui me concerne, je suis vraiment autodidacte à fond, quoi. Donc j'ai appris toute seule parce que je suis passion tuto, donc je passe ma vie sur YouTube à regarder des tutos, parce que je trouve ça génial. C'est qui est quand même, vraiment, une qualité quand on bosse, dans un petit lieu. Et donc j'ai appris toute seule l'impression 3D, la sérigraphie. Ah non, je mens, la sérigraphie, c'est, Polo qui est venu, nous faire un stage. Polo qui est une personne qui, travaillait avant dans le tiers-lieu de Blida. Ah, il y a très, très longtemps. Et donc, en fait, voilà, on va chercher nos compétences, chez les gens qui les ont déjà, on les apporte dans le tiers-lieu et on les redistribue et moi, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça devrait marcher un tiers-lieu. On a même, aussi, des squads de mamans à qui on apprend, on a fait l'initiation à l'informatique et qui sont devenues, elles-mêmes, comment on dit? Bah, qui, ont après retransmis, ce qu'on leur avait appris à d'autres groupes de mamans dans leur propre structure, quoi. Voilà, donc on apprend tout seul et puis, si on n'arrive pas, ben, on demande à des gens. C'est ça la question ou? Ouais. OK. Et peut-être nous dire aussi si tu t'es appuyé sur des dispositifs pour financer certaines de ces activités-là. Est-ce que Ah oui, bien il y a sûr, des soutiens, de l'animation estivale, des plans mercredi qui ont été évoqués tout à l'heure? Enfin, comment... carrément. Alors nous, l'avantage d'être en QPV quand même, c'est que, il y a pas mal d'actions qu'on a faites avec les écoles notamment, qui ont été financées par la cité éducative. Donc c'est un financement, qui est en lien avec, les quartiers prioritaires et les écoles, avec, qui ont des projets qui donc font appel à des prestataires et nous, là, pour le coup, on était prestataires de ces projets-là. Mais on venait quand même, nous, avec l'idée, vous voyez? Et puis, bah, grosso modo, les financements, c'est, ouais, les estivales, donc ça, c'est des enveloppes, qui sont octroyées, sur le budget, par la ville de Metz, et qui nous permettent, d'animer des ateliers sur les vacances, d'hiver, de printemps et de l'été. Et puis, ben, après on a le journal des jeunes, on avait un financement de la DRAC sur le média. Et le podcast, on avait un financement de la CAF, dans le cadre du REAP. Donc, c'était autour de la parentalité. Voilà. En gros, c'est ça et sinon, bah, comme on faisait beaucoup de prestations vidéo, pour d'autres, structures, on gagne, aussi de l'argent comme ça, quoi. Voilà. Et peut-être comment tu fais pour évaluer finalement la fréquentation des jeunes? Est-ce que c'est des jeunes qui reviennent pendant plusieurs années? Est-ce que tu as des outils de suivi? Est-ce que c'est des personnalités que tu connais, que tu appréhendes et que du coup tu suis pendant plusieurs années? Comment... Alors, on a eu, ouais, mais en fait, il y a un peu de tout, hein. Il y a le groupe, par exemple, du Journal des jeunes, qui était déjà là avant que moi j'arrive, hein. Je suis arrivée à Brandivers en 2019. Le JJ, ça a dû commencer genre en 2014-2015, hein. Donc on a vraiment des jeunes, qui ont grandi dans le journal, qui sont arrivés à 12 ans, qui sont repartis à 17 ans et heu et voilà c'est vrai que pour ce stage-là de journalisme particulièrement, c'était quand même des équipes, qui étaient régulières, qui venaient même d'une année sur l'autre, quoi.
et qui étaient vraiment soudés. Et ça, c'est assez chouette pour certains projets. Et pour d'autres, ben, tu vois, pour les estivales, comme c'est organisé par la ville de Metz, c'était des enfants qui venaient du centre-ville, surtout. Et ça, c'est pas mal aussi parce que ça permet aussi aux gamins du centre-ville de voir comment c'est dans les quartiers et de voir qu'en fait, c'est cool. Et de voir aussi tout ce qu'on peut proposer comme animation au sein des quartiers, qu'il n'y a pas forcément d'ailleurs dans les centres-villes. Donc ça, c'est plutôt ponctuel, sachant que souvent, ça leur plaît et ils essaient quand même de se réinscrire d'une année sur l'autre, hein. C'est arrivé notamment sur l'upcycling. Et sur les autres ateliers, en général, comme moi, je bosse en partenariat avec, comme j'ai dit, le centre social et l'MJC et tout, ou les PEP d'ailleurs, les PEP le reste, ils me ramènent, eux, des jeunes, quoi, des groupes qui, après, reviennent d'eux-mêmes. Mais en général, c'est les jeunes du quartier qu'on identifie, ceux qui passent devant, qui vont jouer au parc derrière, et que moi, j'attrape comme ça. Et tu évoquais récemment la construction, le réaménagement d'un grand centre social à côté du tiers-lieu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce contexte-là, comment tu travailles avec les travailleurs sociaux du centre social et est-ce que vous avez des liens? Alors, comment je travaille avec eux? C'est quand même récent, hein, le nouveau centre social dans le quartier de Borny, il a été inauguré là, en début d'année. Et il est porté par Cassis, donc le centre ceux de l'ancien centre social. Et dedans, il y a d'autres associations, notamment La Relève et je sais plus, les troisièmes. Bon, nous, alors je vais vraiment être honnête avec toi, pour l'instant, j'ai fait que des réunions pour des événements de quartier comme Ça bouge à Borny ou ce genre de choses, et j'ai pas encore vraiment repris contact avec eux, quoi, là, en début d'année. Mais après, il faut aussi savoir que là, bon, on est un peu en difficulté, donc on n'a pas encore relancé vraiment nos activités. Enfin, là, j'ai juste programmé les activités pour les estivales, mais on n'a pas tellement eu d'ateliers non plus cette année, quoi. On était occupés à ne pas fermer. Voilà. Mais évidemment, moi, on a toujours travaillé avec eux, on a des très bonnes relations et moi, je vais y aller, quoi. Voir ce qu'on peut faire. C'est un grand lieu aussi, hein, donc il y a quand même des trucs à faire, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Tatiana avant de clôturer cette deuxième partie de la matinée? Ils ont faim. Vous avez faim? A priori, pas de questions. Il y a certaines personnes qui nous ont quittés. Lydie qui signale qu'elle devait partir et elle dit les jeunes ont de la chance de vous avoir. Non. Stéphane, une question. Ouais, bonjour à tous. Merci Tatiana, c'était super intéressant. En particulier, moi, j'ai été interpellé par ton coworking des ados. Ouais. Ça, c'est un truc aussi. Je me suis pas présenté, hein, je suis directeur de la Fabrique des Possibles à Vendôme-les-Nancy. On est aussi en QPV. Ah ouais. On a Faut que déjà je pas fasse mal voir. travaillé ensemble. Mmh. Et en fait, je m'interrogeais aussi sur l'encadrement en fait, de ce temps d'espace de coworking. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu as du personnel dédié, des animateurs quand même qui facilitent un peu les choses ou pas? Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, il y a plus personne qui travaille à part moi dans ce tiers-lieu en ce moment. Et dans tous les cas, avant que ce soit le cas, c'est moi qui portais ce projet, de toute façon, jeunesse et du coworking et du Fab Lab. Ah, j'ai mon jeune public qui vient d'arriver à la maison. L'espace de coworking, il est accolé à mon bureau, si tu veux. Donc, le mercredi après-midi, quand les jeunes, ils viennent et qu'ils s'installent, mon bureau, il est ouvert. Donc moi, j'ai choisi de leur laisser l'autonomie justement pour pas qu'ils aient l'impression d'être au centre aéré, justement, parce que pour moi, c'est important aussi que les jeunes, ils sentent que, ils sont dans leur endroit, en autonomie, ils font ce qu'ils ont besoin de faire, sans qu'il y ait quelqu'un derrière leur épaule qui regarde, quoi. On a de toute façon mis des contrôles pour pas qu'ils aillent non plus faire des trucs chelous sur internet. Mais après, s'ils ont envie de bosser ou s'ils ont envie de jouer à Roblox, moi personnellement, je m'en tape. Et tant mieux pour eux s'ils ont accès à un ordinateur pour s'amuser un peu en dehors de chez eux, quoi. Le truc, c'est que, évidemment, comme dans tous les endroits, il y a des règles de vie, tu fous le bordel et que tu empêches les autres
Bah, d'être tranquille, tu vas jouer au ballon et tu reviens quand tu es calme. Enfin, c'est vraiment des petits trucs basiques comme ça. Il n'y a pas tellement de. En fait, j'ai jamais ressenti le besoin, dans tous les cas, de mettre en place un encadrement plus ferme. Parce que ça s'est toujours parfaitement bien passé. Et les places sont quand même limitées, quoi. Ils peuvent pas venir à 35, ils viennent à 6. Déjà, c'est bien. Ok, super, merci. Bah, je t'en prie. Dans le chat, Tatiana a partagé la vidéo YouTube du Journal des jeunes si vous souhaitez Ouais, allez voir, ça c'est découvrir génial. ce travail. Anne-Sophie, tu lèves la main, je Ah oui, crois. oui, le temps que je trouve l'icône, bon, je préférais lever mon vrai bras. Oui, j'avais quand même une question là. C'est super intéressant, Tatiana. Je te remercie parce que Bah, du pas de coup, moi, problème. ça m'éclaire. Alors, nous, nos locaux sont tout petits, donc on ne peut pas imaginer avoir un Fab Lab ou quoi. Puis, très honnêtement, on n'en a Ah, pas du tout mais les le nôtre est compétences. vraiment minuscule, hein. Minuscule. Et par contre, je me dis qu'il y a effectivement là plein d'idées et plein de projets qui peuvent être coportés avec d'autres partenaires du territoire. Et du coup, ma question, c'est les jeunes qui viennent là, tu vois les parents? Ouais. Bah, après, c'est de la triche parce que moi, je vois les parents, comme je vais à l'école. Mais en fait, les parents, je les vois passer devant. Des fois, moi, je sors devant. Bon, chut. Mais c'est aussi l'occasion de les alpaguer en disant: «Ah, gna gna, comment ça va?» Enfin, genre de truc. Je vois pas mal les parents, là. Et de toute façon, si j'ai envie de les voir, je demande aux jeunes et ils me les envoient. En général, ça pose pas trop de problèmes. Et après, Ok. je me dis que les jeunes qui veulent pas m'envoyer leurs parents, c'est peut-être pas pour rien, donc je vais pas enfin, tu vois? Mais voilà, comme l'espace, coworking et tout, j'ai jamais eu l'impression que c'était, compliqué. Hmm. Et aussi, tu me dis que tu as des tout petits locaux, moi j'ai un petit Fab Lab, mais j'ai aussi un Fab Lab itinérant. Ça veut dire que j'ai acheté le matériel, heu, un matériel fixe pour dans le Fab Lab. Par exemple, pour la sérigraphie, j'ai acheté, un un truc là, bref, plus petit que je peux transporter dans d'autres structures. Ok. Ça, c'est intéressant, quoi. Avec une chariote, comme ça, je peux même me balader dans le quartier avec mon imprimante 3D, machin, et aller me poser dans le centre social à côté avec mon matos, quoi. Oui, là, dans ce que tu disais, dans ce qui m'interpellait, je me dis, mais ça, en fait, si c'est pas faisable chez nous parce que c'est pas possible en termes de place, on a la maison de quartier en face, il y a un CLJ Ouais. pas loin, etc. Enfin, voilà, il y a des partenaires avec qui on peut le travailler. Vraiment, quand je t'entendais, je me dis, nous, nos difficultés sont vraiment sur des gamins. Euh, Enfin, typiquement, là, ça fait 2 après-midi qu'ils viennent. Ils sont très, très en forme et le cadre est pourtant posé. Je sens bien qu'il manque et nous, on n'a pas d'animation non plus dédiée. Et comme le lieu est ouvert à toute tranche d'âge, Ouais, ouais. euh, il n'y a Bah, pas peut-être un créneau toujours dédié, un c'est pas adulte. mal. Voilà, il n'y a pas toujours un adulte disponible que pour eux. Ouais, ouais. Alors, quand c'est le cas, on arrive à peu près à aborder le truc et il se passe des choses, mais hyper intéressantes, même avec les senioritas et tout, l'échange intergé sur ce que vivent les uns, Mmh. les autres. Il y en a qui repartent en sachant faire du crochet. Moi, je trouve ça génial. Oui, c'est clair, c'est Oui, on clair. n'est pas sur la même dimension que le Fab Lab, du coup, hein, nous qui repartons en sachant faire du crochet. Voilà, c'est utile aussi, un jour dans ta vie, peut-être. Tu sais, Euh, en fait, bon alors déjà moi, en début d'année, les jeunes qui adhèrent, ils signent quand même une charte, hein, une charte de ouais. et il y a quand même les créneaux qui sont dédiés où ils peuvent venir librement et où moi je me suis dégagé mon temps. Enfin, si tu veux, mon travail administratif et machin, je l'ai fait sur d'autres créneaux de la semaine. Comme ça, je sais que si les jeunes, ils viennent squatter le mercredi, bah, moi je suis disponible. Et s'ils viennent sur des autres créneaux où moi j'ai pas le temps, je leur dis: «J'ai pas le temps», en fait et ils restent pas et si ils veulent faire un truc tranquille qui ne nécessite pas vraiment de surveillance, ils peuvent. Jouer à la borne d'arcade à la rigueur. Mais si c'est un truc qui nécessite de sortir des outils ou des machins comme ça, je leur dis: «Bah, revenez mercredi». C'est aussi simple que ça. Ouais. Mm. S'il y a personne, il y a personne et au bout d'un moment, c'est tu vois, ici, c'est comme ça, hein. Je veux dire, ils vont pas à l'école, de soir à 22h non plus parce qu'il y a personne. Mm. Ok. Bah, merci pour les échanges, en tout cas. Et voilà, ça Problème. m'ouvre, moi, perso, plein de petites fenêtres de possibles. Est-ce qu'il y a des activités, Anne-Sophie, ouais, qui t'inspirent particulièrement dans ce que Tatiana porte? Ouais, alors hier, Tu dirais justement, capable à accueillir? il me parlait parce qu'on a eu une borne arcade pendant un an prêtée par une asso sur le lieu. Et c'est vrai que cette borne, elle concentrait un peu l'attention, quoi. Elle permettait d'avoir un peu un focus.
sur un truc, donc il fallait un peu gérer que ça se chicane pas la gueule. Il fallait quand même un peu gérer que les señoritas se pètent pas un plomb parce que la musique de Tetris toute Ouais, la c'est clair. journée, c'était pas toujours facile non plus. Donc voilà, il y a l'histoire de l'intergé, il faut le gérer dans une même salle, quoi. Et du coup, je me dis, l'épisode du journal là, que tu nous as présenté, ça, c'est une idée. Je me dis, alors il y a ça, et puis alors surtout, et je me le suis entouré 25 fois, c'est le tableau d'inspiration. Mm. Parce que hier, en discutant avec eux, tu te rends compte que quand même, l'idée, c'est de leur dire, bon, bah là, en fait, vous accueillir quand vous foutez le bordel, c'est pas possible. C'est n'importe quoi, le lieu est là, mais qu'est-ce que vous attendez en fait? Parce que si vous attendez que moi, je vous occupe tout l'après-midi, ça va être compliqué. C'est pas mon job. Et puis en fait, à un Oui, moment, vous oui. avez 14 Ouais, balais, quoi. ouais. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Et là, tu as un vide sidéral. On veut s'asseoir. OK? Alors, je sais que Chailey, chez la douche, c'est hyper important pour la construction de son cerveau. Mais enfin, si tu veux, là, du coup, c'est un peu limité. Et en fait, surtout s'ils sont pas un peu occupés, tout de suite, ça part en sucette. Et ben, tu vois, Voilà, moi, ça, c'est pour ça que j'avais mis en place ces créneaux d'un mois pour faire un truc, tu vois. À un ouais. moment donné, tu t'assois, t'as rien à faire. Si t'as vraiment pas rien à faire et que tu as envie de rien faire, va rien faire ailleurs, tu vois. En Mm. revanche, si jamais tu as envie mais en fait, tu peux commencer par t'intéresser à une technique d'un truc et après faire le projet autour de cette technique. Toi, je sais pas ce que tu peux proposer dans ton lieu, mais si tu fais du crochet, bah, tu peux dire: «Ah bah tiens, pendant le mois là, tous les mercredis, on va fabriquer un énorme truc en crochet». Mm. En participatif, quoi. Et si jamais ça les Ouais. branche, bah, ils viennent et si ça les branche pas, ils peuvent aussi aller voir ailleurs. C'est pas obligatoire, Mm, hein. mm. Tu es pas obligé de tu vois? Alors non, non, on Ou ne se les sent pas obligé, diriger mais vers, d'autres structures aussi qui font des animations qui peuvent alors peut-être leur plaire on plus a une à vraie à tenter, difficulté quoi. sur le territoire. On a une vraie difficulté sur le territoire avec le public ado, Ah ouais. qui, avec une maison de quartier qui s'est trouvée un peu enfin, qui a perdu son animatrice jeunesse Mmh. et qui du coup ne propose pas peut pas proposer le contenu nécessaire et le temps nécessaire à l'ensemble des ados. Puis tu en as toujours qui fréquentent ou qui fréquentent pas les maisons de quartier, ça c'est Bah autre ouais. chose. Et du coup, là, ceux qu'on se récupère là, tu les sens un peu au bout du bout. Alors, c'est pas des mauvais gamins, c'est pas, mais il y a du désœuvre, il y a une forme de désœuvrement. Enfin, vraiment, tu vois, ils errent, vraiment. Tu Ouais, vois, ouais, je sans vois, je trouver vois. d'endroit où se poser ou machin. Donc, je trouve que le tableau d'inspiration pour partir sur les constats qu'on a fait Mmh. d'un truc pénible ces derniers jours, dire bon, allez hop, ça c'est pas possible. Nous, c'est pas plaisant de passer notre temps à vous râler dessus, à reposer le cadre, à vous dire que ça c'est pas possible, à vous faire des propositions qui semblent pas vous convenir. On va se poser et puis on va réfléchir ensemble à ce que vous avez envie de faire ici. Mmh. Donc voilà. Donc, mais avec nous, notre difficulté aussi, qu'on n'a pas d'animateur dédié. Mais par contre, on a des chouettes partenaires. On a le bataillon de Prèves. Voilà, on a des partenaires sur le territoire qu'on pourrait tout à fait associer à ça et que ça donne un peu de sens, quoi. Mais oui, après c'est un équilibre à trouver, ça va se faire, Mm. t'inquiète. Oui, oui, oui. Et puis c'est vrai que, il y avait une grosse attente sur ce quartier d'avoir un lieu dédié aux ados. Ah Et ouais, nous, je on s'est tout comprends, ouais. Mmh. de suite positionné en disant on ne sera pas un lieu dédié aux ados. On est un lieu famille, donc vient qui veut venir, mais on garantira jamais que les ados trouveront tout l'espace pour eux. Mais on fait on a le même travail avec le groupe de femmes qui vient, de leur rappeler que ce lieu n'est pas le lieu du groupe de femmes. Ouais, ouais, bien C'est sûr. aussi le lieu des ados, donc ça donne des échanges voilà, Chut. toujours intéressants, quoi. Donc en tout cas, je repars avec des pistes et ça c'est chouette. Donc vraiment merci. Bon, bah, tant mieux. Merci, merci Émilie, merci à Tatiana, merci Anne-Sophie pour vos témoignages.